Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les travaux du projet énergétique de Swapiti, comment avance-t-il? Le ministre de l'Énergie est allé voir le niveau de réalisation de l'ouvrage. Les travaux sont exécutés par un groupe chinois. La 17e réunion des douanes sous-régionales et de l'Afrique centrale s'est ouverte à Conakry. En toile de fond, le renforcement de la sécurité douanière et des services associés. Football, le championnat guinéen de Ligue 1 s'est ouvert ce vendredi. Déjà quelques surprises. Tous les résultats, c'est dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Même si Caleta fonctionne et que Swapiti est en cours de réalisation, le président Alpha Condé est préoccupé par tout ce qui touche à l'électricité. Il a reçu ce lundi un homme d'affaires, le directeur général d'une structure qui travaille dans l'énergie renouvelable. Ce dernier a des projets d'investissement en Guinée et il était question de cela au cours de cette audience que nous résume Abdul Karim Condé. Cette entreprise chinoise, Polysolar Technology, basée à Beijing, est parmi les 20 grandes entreprises chinoises. L'objectif de la présence en Guinée de cette entreprise est de s'impliquer dans l'énergie renouvelable en Guinée pour répondre aux soucis du président de la République, professeur Alpha Condé, de la lumière pour tous. He Liu Hu, directeur régional de Polysolar Technology, doit rencontrer les autorités guinéennes pour un plan de travail cohérent. Nous sommes venus sur l'invitation de son Excellence le Président de la République. Nous sommes une compagnie étatique du gouvernement chinois et nous venons avec des solutions d'énergie renouvelable, des solutions de construction des logements, des solutions d'approvisionnement en eau potable et des solutions de traitement des déchets. Après cette rencontre avec son Excellence le Président, on va rencontrer le ministère de l'énergie, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'urbanisme et le ministère des Finances. Et c'est après avoir discuté avec eux qu'on va savoir quand on pourra démarrer les projets. Polysolar, c'est une entreprise étatique. C'est parmi les 20 premières entreprises du gouvernement chinois. Et dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des constructions, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des génies des eaux, nous avons des très riches expériences. Et nous avons déjà accompli beaucoup de projets dans les pays en voie de développement et nous venons avec beaucoup de solutions pour améliorer les conditions de vie du peuple guinéen. Nous avons déjà réalisé avec succès des projets dans 23 pays africains. Il y a l'Éthiopie, il y a le Zimbabwe, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, même le Gabon. C'est 23 pays au total. Parmi ces projets, il y a des projets financés par la Banque mondiale, il y a des projets du gouvernement chinois, des projets d'aide et des projets financés par des organismes internationaux. Améliorer les conditions de vie des Guinéens, c'est le slogan de Polysolar Technology qui évolue dans 23 pays africains. Et puisqu'on parle d'électricité, Conakry connaît quelques délestages ces derniers temps, mais des travaux sont en cours pour corriger la situation. En parlant de travaux électriques, on va faire ce soir un tour sur le site de Swapiti. L'entreprise chinoise qui réalise le projet poursuit les travaux. Récemment, le ministre de l'Énergie s'est rendu sur le terrain pour constater le niveau d'avancement de l'ouvrage. Le point avec Nabi Kamara. Swapiti, les travaux préalables à la construction du barrage se poursuivent. Ils portent sur la réalisation d'une carrière d'agrégats, de centrales à béton, d'un pont et d'un bâtard d'eau. Les travaux sont exécutés par la société chinoise CWE et les ouvriers guinéens qui se battent jour et nuit pour être dans le délai un an après le lancement du projet par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est du moins le constat fait par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui a visité le chantier samedi. Ce que j'ai vu m'a fortement impressionné, eu égard au temps mis. Les travaux réalisés ici sont énormes. À 6 km de Swapiti, le ministre de l'Énergie est allé à Caleta où il a trouvé un barrage hydroélectrique qui fonctionne à plein temps. Caleta n'a aucun problème. Ça fonctionne correctement, mais ça fonctionne au fil de l'eau. Certes, le niveau de l'eau commence à baisser, mais Dr Cheikh Talibi Silla impute
les coupures d'électricité à Conakry sur le mauvais état du réseau électrique et les branchements clandestins. Quand vous envoyez le courant, les gens cherchent à voler par-ci par-là, à créer des bypass, à faire des branchements clandestins. On considère aussi qu'on a un réseau de distribution qui est vétuste. Il y en a des lieux où ça fait 60 ans, il n'y a pas eu de réhabilitation, les postes ne sont pas comme tels. Et il y a des citoyens aussi qui se sont fait des réseaux de fortune. Ils viennent et veulent avoir le courant, ils trouvent des bénévoles, ils viennent, ils tirent la ligne. Parfois même certains travailleurs de EDG le font. C'est non normalisé, non calibré, non calculé, ils font ça là. À chaque fois qu'il y a des problèmes sur cette ligne-là, c'est le transformateur général qui ressent le coup et le retour vient jusqu'au niveau du poste qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe ce départ. Ils cherchent maintenant à trouver le défaut et on répare. Il faut que la compréhension s'installe. Auparavant, le ministre de l'Énergie avait fait escale à Yaba, où il a conféré avec ses populations réinstallées sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées actuellement. L'électricité, une denrée de grande consommation en Guinée. Justement, en parlant de denrées, on assiste actuellement à une véritable révolution numérique dans le secteur de l'agriculture. Les informations sur toutes les denrées, leurs zones de production ainsi que les prix sont stockés dans une base de données. C'est le CIPAG, Système d'information sur les produits agricoles en Guinée, une façon de faciliter les échanges commerciaux. Fodé Camara. Le système d'information sur les produits agricoles amorce une nouvelle ère, l'ère du numérique. Une base de données sur les prix des denrées est disponible en ligne. Un outil précieux d'aide à la décision. Au niveau du ministère des ministère des Télécommunications, Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, nous avions mis en place un incubateur d'État qui s'appelle le GovLab, qui regroupe aujourd'hui des jeunes informaticiens, développeurs, qui pourront prendre en charge les mises à jour et les développements, les améliorations de l'application qui vous a été présentée. Nous avions soulevé, comme vous le saviez tout à l'heure, que l'application était hébergée sur des serveurs distants. Donc, dans la politique du ministère des Postes, des Communications et de l'économie numérique, avec la mise en place de centres de données, nous allions faire de telle sorte que cette application soit hébergée en Guinée et non hébergée à l'international. C'est un début et je crois qu'avec la collaboration qu'on aura avec le département en charge des télécommunications, que cet outil pourra être amélioré au service du monde rural. À date, à temps réel, on peut connaître le prix de tous les produits agricoles. Soutenu par le programme de productivité agricole du ministère de l'Agriculture, ce site va rapprocher davantage les producteurs et les collecteurs dans le but de faciliter les échanges commerciaux. Je crois que la finalité, c'est l'accessibilité de ces prix à tout le monde, à tout un chacun et notamment aux acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur de la commercialisation, transformation, commercialisation, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe sur le marché et éviter que les intermédiaires ne jouent toujours les rôles d'usuriers. C'est vraiment ça la finalité. Enfin, ce que nous, on aimerait avoir. Déjà, nous, pour le CIPAG, on est très satisfaits de voir qu'enfin le CIPAG, et on promet qu'on va mettre à disposition du fonctionnement pour que le CIPAG ne retombe pas. À un moment où les nouvelles technologies rentrent dans les mœurs des paysans, grâce au smartphone, cette initiative offre la possibilité de donner en temps réel des informations sur les prix et de contacter directement les producteurs. Avant de poursuivre, cette loi, le numéro 66-2016 de l'Assemblée nationale portant loi de finances initiale pour l'année 2017. L'Assemblée nationale, vu la Constitution, annonce les dispositions suivantes. Article 1er. La perception des impôts, produits et taxes diverses affectées à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi. Article 2. Les affectations de recettes à des dépenses déterminées sous forme de budget d'affectation spéciale, de compte de commerce ou de fonds de concours sont autorisées et prévues en loi de finances. Article 3. Les recettes du budget de l'État pour 2017 sont évaluées
à 15 222 milliards 384 millions 768 000 francs guinéens. Et dans les dispositions légales, on en vient à l'article 35. La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État. Le 19 décembre 2016, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de cadre à l'inspection générale d'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les lauréats du concours de recrutement des inspecteurs d'État session 2016 dont les noms et prénoms suivent sont nommés inspecteurs d'État. Ce sont Ba Mamadou Gando, Diallo Mariam Bailo, Touré Mohamed Lamine, Condé Kerno Adou, Doumbouya Kanda, Beavogi Kekura, Doumbouya Ibrahima Diogo, Mansare Augustin, Kamara Suleiman, Kourouma Kovana Joseph, Kamara Moussa, Kaba Karou, Kande Falikou, So Salaoudine, Bari Abdoulaye, Sano Kaba, Ba Mamadou Lamarana. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 19 décembre 2016, signé professeur Alpha Condé. Renforcer les sécurités douanières et moderniser les services. La rencontre de Conakry se fixe une mission précise. Les douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre portent ensemble leurs réflexions sur ces deux volets. Cette 17e réunion doit aboutir à des propositions concrètes. Kerna Ousmane Diallo. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 23 pays sont membres de l'Organisation mondiale des douanes. Ces pays ont mis en place un comité d'experts constitué de membres de différentes administrations douanières. Ce comité se réunit 2 fois par an pour analyser les nouveaux défis à relever. La réunion de Conakry est ainsi la 17e du genre. La réunion du comité des experts a pour objectif, faut-il le rappeler entre autres, d'étudier toutes les questions relatives à la coopération douanière que les membres de la région sont convenus de promouvoir conformément aux objectifs généraux de l'Organisation mondiale des douanes, d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s'y attachent, en vue de proposer à ses membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d'harmonisation. Avec les menaces sécuritaires, les douanes des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont invitées à aller au-delà de leur mission de mobilisation de recettes et contribuer à la sauvegarde de la paix. Les 46 délégués vont se pencher sur cette question cruciale de sécurité durant les travaux. L'insécurité grandissante de notre région est devenue une préoccupation majeure pour la majorité de nos pays. Vous le savez. Les douanes sont alors appelées à se réorienter et restructurer pour contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. La modernisation du système douanier et la facilitation des échanges sont d'autres points qui feront l'objet d'analyse. Les administrations douanières sont invitées à plus de solidarité et à exploiter les atouts du numérique. Permettez-moi de mettre un accent particulier sur la nécessité de votre coopération pour l'interconnexion de nos systèmes informatiques douaniers. Cette interconnexion aura des effets positifs sur toutes les parties prenantes. Je pense en particulier à la sécurisation des recettes, à la gestion du transit inter-État et aux facilités offertes aux opérateurs économiques. Cette 17e réunion du comité des experts de l'OMD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre prendra fin mercredi prochain. Les recommandations finales feront l'objet de discussions à Dakar en avril 2017 lors de la rencontre des 23 directeurs généraux des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de l'Organisation mondiale des douanes.
La haute autorité de la communication a le plaisir d'informer les associations de presse, les journalistes et les patrons de presse qu'elle procédera à la remise symbolique et officielle des premières cartes de presse professionnelle aux ayants droit au cours d'une cérémonie organisée à cet effet le 22 décembre 2016 à l'hôtel Noum. Sont invités à prendre part à cette cérémonie solennelle placée sous la présidence d'honneur du Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des associations de presse, les directeurs et administrateurs des organes de presse, radio, télévision, sites internet et journaux, la presse étrangère accréditée en République de Guinée, les journalistes dont les dossiers ont été acceptés pour l'attribution de la carte professionnelle. Signée pour la haute autorité de la communication, la présidente Mme Martine Condé. L'AGBF, Association guinéenne pour le bien-être familial, la structure encadre un mouvement de jeunes qui travaillent sur des filières comme la planification familiale ou encore la sensibilisation autour de la santé et de la reproduction. Ces jeunes ont lancé ce matin à Kaloum le 11e forum national de leur mouvement d'action. Abdourahmane Koula Diallo. Les connaître, c'est se l'approprier. Vos droits sexuels comptent. C'est le thème de ce 11e forum national du mouvement d'action des jeunes organisé par l'AGBF en collaboration avec l'IPPF qui en est le partenaire technique et financier. L'objectif visé d'abord, c'est de faire le bilan de nos activités au cours de l'année 2016. Et puis nous nous sommes fixés d'autres objectifs en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ce sont en tout 65 jeunes âgés de 10 à 24 ans venus de différentes antennes de l'AGBF qui ont pris part à ce rendez-vous du savoir. Objectif, bâtir une jeunesse engagée, responsable, disponible, compétente et débarrassée de l'alcool, de la drogue, de la toxicomanie et des grossesses précoces. Ces jeunes ont pour objectif de mener des activités en direction de leur père dans le cadre d'un changement de comportement souhaité et durable par rapport à la santé sexuelle et à la reproduction des adolescents et des jeunes. Pour le cas de la Guinée, l'AGBF en tant que membre de la Fédération internationale pour la planification familiale considère les jeunes comme socle de développement, surtout en matière de la santé. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse, l'AGBF compte poursuivre ses activités à Conakry et à l'intérieur du pays. L'AB, le bloc opératoire de l'hôpital régional, vient d'être rééquipé, des fournitures sanitaires évaluées à 154 millions de francs guinéens. Ces équipements doivent servir à renforcer la prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales dans la région. Makemed Onzo, Sarafdin Diallo. C'est un important lot de matériel pour le bloc opératoire de l'hôpital régional de l'AB. Le don est du projet Haute qualité des services de santé à travers Agenda Health à hauteur de 154 millions de francs guinéens. Ces équipements opératoires viennent renforcer les capacités techniques et la prise en charge des fistules obstétricales et diverses autres pathologies. Nous voyons fermement qu'en venant offrir cet appui, ce don améliorera les capacités techniques de l'hôpital et ils en feront un bon usage. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Non seulement nous allons veiller pour que ce matériel connaisse la plus grande longévité possible, mais aussi nous ferons en sorte qu'il soit utilisé de façon judicieuse au bénéfice de nos patients. Un ouf de soulagement pour les patients. La remise de ce matériel à l'hôpital régional va réduire le taux de mortalité dans la région. Je suis mariée très tôt. À l'âge de 16 ans, je ne pouvais pas accoucher. Sans l'intervention de l'hôpital de Koundara, et mon mari m'a abandonnée. Depuis, moi je suis orpheline et pauvre. Grâce à ce projet de l'abbé, j'ai l'espoir de retrouver ma santé. Pour la durabilité de ces équipements, les autorités sanitaires et les partenaires du projet ont procédé à la signature des documents pour une utilisation rationnelle des équipements mis à leur disposition.
La Croix-Rouge guinéenne s'est retrouvée à Mamou, une rencontre au bilan pour faire le point sur les activités réalisées en 2016 et lors des années antérieures. L'institution note des progrès et un gros combat mené aux côtés de la Guinée dans la lutte contre Ebola. Habib Thiam a suivi les travaux. Mamou, ville hôte de la 6e session du Conseil national de la Croix-Rouge guinéenne. Principal enjeu, faire le point sur l'ensemble des activités menées par l'institution entre 2013 et 2016. Marqué par une nouvelle forme de gouvernance, ce bilan à mi-parcours débouche sur des notes positives. La Croix-Rouge a fait ce qu'elle devrait faire et mieux. C'est grâce à elle, avec le soutien du gouvernement et ses partenaires, que nous avons pu vaincre Ebola. Ebola nous a trouvés avec 5 véhicules, mais je ne crois pas maintenant, si une autre épidémie peut nous surprendre maintenant, qu'on soit incapable maintenant de gérer 100 véhicules propres à la Croix-Rouge guinéenne. Et je donne un exemple. Les chefs d'État même qui nous a appelés pour nous a offert 8 pick-up sortis d'usine, sans compter ce que les partenaires nous ont donné. Une journée particulièrement longue au regard des comptes rendus exigeants sur tous les dossiers du jour. Entre autres, la gestion financière qui promet et les défis administratifs à combler au sein de la Croix-Rouge guinéenne. Nous avons vu qu'il y a une certaine transparence, une grande transparence au niveau de la gestion administrative et surtout de la gestion financière. Il y a des défis à relever parce qu'on n'est jamais parfait. Donc en matière logistique, il faut qu'on appuie les comités dans les préfectures pour que les préfectures répondent réellement aux besoins de la communauté. En matière de formation, il faut qu'on forme les cadres du nouveau secrétariat, il faut qu'on forme les membres de la gouvernance pour qu'au moins ils puissent défendre la Croix-Rouge au niveau des autres institutions quand il y a des réunions régionales ou internationales. Ce plaidoyer cache une autre préoccupation, la mise à disposition de véhicules tout-terrain aux différents comités préfectoraux. Mais qu'adviendra-t-il de la gestion? Favorable à la requête, le président de la Croix-Rouge appelle à mûrir les réflexions sur ce dossier. La devise de la Guinée, c'est travail, justice, solidarité. Ce dernier mot, solidarité, il est si important que le monde a décidé de lui consacrer une journée internationale et c'est demain. Aider une vieille à traverser la route, dire bonjour aux voisins, ce sont des actes simples mais qui renforcent l'unité nationale. Tout comme ce combat que mène le ministère de l'Action sociale dans la protection des personnes vulnérables. Valérie Talimané, reportage. La célébration de la Journée mondiale de solidarité va être marquée en Guinée par des appels d'aide en faveur des démunis. Dans le pays, une stratégie de promotion et d'intégration inclusive des personnes vulnérables est actuellement développée. Cette journée vient en appui aux efforts entrepris. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 20 décembre de chaque année par sa résolution 60-209 comme Journée internationale de la solidarité humaine. En Guinée, il s'agira désormais de célébrer au cours de cette journée du 20 décembre notre unité dans la diversité, sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la solidarité et encourager le débat sur la façon de promouvoir la solidarité, comme en témoigne l'élaboration de la toute première politique nationale de protection sociale. Cette journée dédiée aux personnes vulnérables va aussi être un moment de réflexion sur les causes de vulnérabilité des personnes. Ceci pour une prise en compte de la situation réelle des personnes démunies. Nous devons faire respecter l'engagement de notre pays, promouvoir la solidarité afin de réaliser nos programmes et projets de filets sociaux productifs et la réintégration socio-économique pour le développement, notamment l'élimination de la précarité et de la stigmatisation. Pour matérialiser sa volonté, le ministère de l'Action sociale procédera les jours à venir à l'installation des caisses de solidarité dans certains lieux publics et privés. Les fonds qui seront collectés vont permettre de soutenir les victimes des catastrophes et des calamités, entre autres. En plus bref et en images, le chantier de l'école régionale des arts et métiers de Sigiri. Les travaux pourraient prendre fin dans 4 mois si les clauses du contrat sont respectées. Le chef des travaux se dit confiant. Il a même réitéré cette confiance au ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique professionnel qui était sur le site pour visiter donc les travaux. Tous les grosses œuvres sont déjà achevées.
Nous y reviendrons. Des diplômes de fin d'études pour un groupe d'étudiants de l'université Gandhi. Les récipiendaires sont désormais sur le marché de l'emploi. La formation LMD a duré 3 ans, mais ceux qui ont fait BTS ont bouclé leurs études au terme de 7 ans d'apprentissage. Safia Toukonde, Mama Issata Kamara. Les étudiants sortant des 6e promotions LMD et 7e en BTS de l'université Mahatma Gandhi sont rentrés en possession de leur diplôme en licence. Ce qui marque la fin de leur cycle universitaire. Ils sont plus de 700 étudiants sur 806 à réussir cette épreuve et à affronter désormais le marché de l'emploi. Ça fait 3 ans que ces enfants sont avec nous et aujourd'hui c'est un peu le couronnement de tous les efforts qu'ils ont eu à déployer pendant les 3 années. Je suis très satisfait, je voudrais les féliciter et remercier le corps professoral qui s'est occupé d'eux. Cette 6e promotion LMD et 7e en BTS porte le nom de Agaka Dessissé, défunte mère du fondateur de ce temple du savoir. Pour leur insertion socio-professionnelle, ces jeunes diplômés comptent sur les entreprises intervenant dans leur domaine de compétences. Je suis fière de ma formation et je suis fière de ce diplôme que je vais recevoir aujourd'hui. Et je pense que j'ai suivi les meilleurs cours qui sont adaptés au marché de l'emploi. Avec cette formation, je pense que je vais me trouver un bon emploi ainsi que mes amis. Il faut rappeler que depuis 2009, le groupe Topaz Guinée accorde des opportunités de stage aux étudiants de cette université. Pour l'année 2017, ils seront une vingtaine à se faire la main dans cette unité industrielle. Beaucoup n'ont pas vu Conakry la nuit, croyez-moi, ça vaut le coup. La capitale brille de 1000 feux. Une action du gouvernorat pour préparer les fêtes de fin d'année. Demain, 20 décembre, rendez-vous au grand stade de Conakry pour lancer le projet. Moussa Bangoura. Voici la nouvelle image de la capitale Conakry. Les artères principales, les ronds-points et autres espaces publics s'illuminent. Des jeux de lumière sont installés un peu partout pour rendre la ville belle et attrayante. L'action rentre dans le préparatif des fêtes de fin d'année, initiées par le gouvernorat de Conakry. Ces lumières que nous sommes en train d'installer, c'est pour donner de l'espoir. C'est pour qu'on aille en fin d'année avec beaucoup plus d'espoir pour atteindre l'année 2017. Et nous invitons tout le monde, l'ensemble des citoyens de la ville de Conakry, à participer à cette grande fête de la lumière qui va désormais se fêter chaque année. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux s'active sur le terrain pour éclairer la cité. Ça fait à peu près 1 mois, quelques jours qu'on s'est lancé dedans et on a commencé par les rues de Conakry, c'est-à-dire Tombo jusqu'au palais du peuple et après Ignasdine aussi à Sékou-Touréa et ensuite on a attaqué les ronds-points, Amdalaï, aéroport, bon 8 novembre et ensuite Matoto ici et Yimbaya. Donc en un mot, aujourd'hui on est ici au camp Carrefour, on a attaqué hier et vous voyez on est déjà avancé, certainement demain on va terminer. Les citoyens apprécient le projet à sa juste valeur. Nous, la jeunesse de Kolomaïn, dans la commune de Ratouma, nous nous félicitons beaucoup. Et puis nous allons aussi sécuriser pour mieux garder le bien-être. Le travail là, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous tous. À partir de ce mardi 20 décembre, Conakry va vibrer au rythme de la lumière. Des concerts seront organisés dans chaque commune et des groupes artistiques se reproduiront également. Conakry vide des lumières. Pour en parler, je reçois sur ce plateau, au compte de cette édition d'information, le général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Alors, d'où vous vient cette inspiration que nous allons finalement célébrer demain? Merci pour cette question que vous me posez. C'est vrai, nous allons célébrer à partir de demain. Nous ferons le lancement de la lumière, Conakry capitale, la lumière à partir de demain. Cette inspiration m'est venue des différents voyages que j'ai effectués dans les autres pays. Si vous le remarquez, dans tous les pays
du monde aujourd'hui, à partir du 1er décembre chez certains, d'autres à partir du 10 décembre, c'est les fêtes déjà qui se préparent, les fêtes de fin d'année. Alors, ayant voyagé dans d'autres pays, nous nous sommes dit que c'était aussi opportun que nous calquons ce que nous avons déjà vu chez les autres, chez nous. Surtout si ça marche. Oui. Donc, c'est un coup d'essai. On va essayer de voir ce que ça va donner. Mais déjà, avec ce qui se passe sur le terrain, nous disons que réellement, ce coup d'essai va être peut-être un coup de maître. Donc, nous nous sommes inspirés de ce qui se passe dans la sous-région, à l'étranger et un peu partout ailleurs. Ces lumières, c'est pour toujours ou bien c'est pour juste la période des fêtes? C'est la période des fêtes. C'est la période des fêtes. Ça ne peut pas être pour toujours parce que ça consomme non seulement de l'énergie, mais aussi on ne pourra pas les garder pendant longtemps. Alors qu'est-ce qui va succéder à cette période des lumières? Quels sont vos projets pour votre ville? Ce qui va succéder à cette période de lumière, nous avons déjà fait l'annonce. À partir du 25 décembre jusqu'au 26, il faudrait aussi que les tout-petits trouvent leur compte par rapport à cette fête. Pour ces tout-petits, nous avons déjà préparé quelque chose au niveau de chaque commune. Parce que par le passé, le 25, le 26 décembre, bon, c'est pas tout le monde qui avait ça à l'esprit. Il y a des enfants qu'on envoie au jardin des octobre et vous savez déjà ce que ça représente. Il y a un problème d'insécurité qui se pose. Il y a aussi les parents d'élèves qui laissent les parents qui laissent leurs enfants seuls sans les accompagner. Donc cette fois-ci, nous avons innové quelque chose. Nous nous sommes dit qu'il faut aller au niveau de chaque commune. Donc pour la commune de Kaloum, par exemple, le 25 et le 26, c'est les deux dates que nous avons prises pour toutes les communes. Mais dans la commune de Kaloum, nous avons vu juste l'espace qui fait face à l'immeuble Kaleta. C'est là où les enfants de la commune de Kaloum viendront recevoir les cadeaux que le Père Noël va les offrir. Et le problème de la circulation, c'est géré parce que là, c'est tout à fait, c'est géré. Un carrefour. C'est géré. D'accord. C'est géré. Nous avons déjà les forces de sécurité que nous avons déployées sur le terrain. D'accord. Donc, du 25 au 26, c'est dans la commune de Kaloum. Le Père Noël viendra accueillir les enfants. Les parents viendront avec leurs enfants pour recevoir les cadeaux du Père Noël. Au niveau de la commune de Dixine, par exemple, nous avons choisi l'esplanade du stade où les parents viendront avec leurs enfants pour recevoir du Père Noël les cadeaux. Au niveau de la commune de Ratouma, nous avons, avec la mairie, nous avons vu le terrain rouge en allant vers l'hôpital sino-guinéen. Et au niveau de Matoto, ça va être dans la commune de Matoto. Donc voilà ce que nous avons prévu pour ces fêtes de fin d'année. On n'a pas Matam? Si, Matam au niveau de la commune de Matam. D'accord. Les 5 communes. Donc Matoto et Matam, c'est dans l'enceinte même des communes. Tout à fait. Monsieur le gouverneur, ce n'est pas que les lumières que vous aimez, vous adorez aussi le sport, notamment le football. Tout à fait. Vous y avez joué? Tout à fait. Quel poste? J'étais libéraux. Vous avez en tout cas un club de cœur, c'est le CIK. Première sortie, pas très réussie. Défaite donc contre le club de la SAG de Sigiri. Ce week-end, c'était la première journée du championnat guinéen Ligue 1 de football. Les résultats, c'est avec Rachel Tedono et Abdoulaziz Baldé. Suivez. Cette première journée du championnat national de Ligue 1 Pro est marquée par 4 matchs joués. À Conakry, au stade Danesque du 28 septembre, Atletico de Koleya a fait match nul face au Ganga FC. L'Asfag, elle, a battu le Sumba de Dubreka sur un score lourd de 3-0 au stade du 28 septembre. Ce dimanche, le Satellite FC s'est imposé par un but face à la Renaissance FC, but marqué à la 81e minute par Yamoussa Kamara. On a été bon en deuxième mi-temps, on ne connaissait pas cette équipe de Tico, mais dès qu'on s'est imprégné de la situation concernant leur manière de jeu, on a essayé de faire un bloc très haut pour essayer de les coincer dans leur camp et les soumettre à dégager. Et finalement, c'est ce qui a vraiment payé. On a eu les meilleures occasions en deuxième mi-temps. On pouvait tuer le match, on pouvait gagner le match, mais les 1 point ne sont pas mauvais parce que nous sommes en déplacement. Nous comptons gagner le match retour à domicile, Inch'Allah. En deuxième mi-temps, nous avons pu récupérer le match, les adversaires n'ont rien compris en deuxième mi-temps et par rapport à les changements effectués, moi je pense que ça marchait. Alors comme c'est le championnat, l'objectif c'est d'avoir le 3 points avant d'affronter la Escalou. Et moi je pense que on va continuer à travailler, c'est les jeunes aujourd'hui qu'on a regroupés en 10 jours. Alors gagner un match comme ça, moi je pense que c'est une grande satisfaction. À Sigiri, l'Ascenty Golden Boy a été victorieux du CIK par 2-0. Au classement provisoire du championnat, après une journée, l'Asfag, le Afia FC, l'Ascenty Golden Boy sont en tête avec 3 points. Au bas du tableau, la Renaissance FC, le Sumba FC et Kaloum Star se retrouvent avec 0 points. La deuxième journée est programmée pour le 21 décembre à Conakry
et à l'intérieur du pays. Sport encore avec la 13e édition du concours national de natation. C'était hier à la piscine olympique de Dixine. L'objectif, permettez-moi cette figure de style, c'est de sortir de l'eau la tête de la natation guinéenne avec la promotion de nouveaux talents. Mamie Bellamon. Détecter de nouveaux talents, promouvoir la natation dans le pays est l'objectif de ce 13e concours. 100 jeunes venus des 5 communes de la capitale et de l'intérieur du pays prennent part à la compétition. Essentiellement promouvoir la natation à tous les niveaux. Et nous voulons surtout toucher la couche la plus jeune, les enfants, ceux qui sont plus habilités à acquérir cette capacité de nager. Et si nous le faisons, c'est déjà un grand peu pour la nation. Nous faisons en sorte que les jeunes soient performants, que les gens viennent à la natation, parce qu'il faut savoir que la natation, ce n'est pas seulement qu'un sport, c'est aussi une sécurité. Parce que si vous ne savez pas nager, vous pouvez vous noyer. Et nous ne voudrions pas que cela arrive. Ailleurs, c'est institutionnalisé. Dès à l'école, vous êtes obligé d'avoir des cours de natation. Si on pouvait faire ça dans notre pays aussi, vraiment, ce serait un gain de gagner aussi. Les athlètes ont compéti en nage libre, en brasse et en papillon. Au terme des différentes épreuves, Oumar Kaba confirme sa position de leader en nage libre 4 x 50 mètres, cela pour la 4e fois successivement. En brasse, c'est Yaya Mounir Yeressa qui est sacré champion de Guinée. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Je suis très content parce que c'est seul le travail qui paye dans le milieu sportif. C'est que le bon travail que je suis en train de faire, c'est ça qui paye. Donc je vais continuer toujours à travailler. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis champion, d'arrêter ou de baisser les bras. Je compte continuer parce que je ne vise pas seulement la Guinée, mais plutôt je compte aller loin dans la natation. C'est une manière de jauger nos compétences au niveau national et je crois que les oiseaux rares qui vont, n'est-ce pas, émerger dans cette compétition pourront pourquoi pas être demain des champions olympiques. Et c'est notre souhait, c'est le souhait de toute la nation. Ce concours ouvert à tous les jeunes désireux de faire carrière dans la natation se joue chaque fin de mois ici à la piscine olympique de Dixine. Pour être champion olympique, il faudra nager un peu plus vite. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.